Est-ce qu'un dicton dicte le ton? Un dicton dicte-t-il le ton de notre futur? Et si nous prenions conscience de ces dictons figés pour s'en libérer? Ces vieux dictons qui se transmettent de génération en génération font partie de nos traditions. Nous nous identifions à ces dictons en quelque sorte pour nourrir notre besoin d'appartenance à un groupe, à une famille, à un collectif, à une communauté, à une catégorie socio-professionnelle, à un genre et bien d'autres. Ce sentiment d'appartenance nous rassure, il nous donne l'impression d'être reconnus et nous procure une sensation de sécurité. Nous nous accrochons à ces traditions dans un désir de les perpétuer, car ils nous donnent la sensation d'être moins seuls. Cette fameuse unité que nous venons travailler sur cette terre en étant un, tout en appartenant à un tout, parmi des milliers d'êtres vivants. Tout un programme, ou du moins tout un chemin pour y parvenir. Qu'est-ce qu'un dicton, une légende ou une tradition? Quand nous nous penchons sur la définition littérale du dicton, il s'agit d'une expression proverbiale figée. Il exprime le plus souvent une vérité d'expérience ou un conseil de sagesse pratique et ou populaire. Dans les lois de l'univers où tout est vibration, cette définition va à l'encontre de ce principe de mouvement, de changement, d'évolution, si nous considérons qu'il s'agit d'une vérité figée. Il est intéressant de nous demander si une sagesse acquise il y a des milliers d'années est toujours d'actualité aujourd'hui. Est-ce si important de la perpétuer encore à l'heure actuelle alors que tant de changements sont survenus depuis? Un dicton dicte inconsciemment un conseil pour guider, orienter l'humain dans ses choix. Un dicton reste une manière de faire véhiculer une croyance qui a pris naissance sur une vérité potentielle dont nous ne pouvons avoir la preuve aujourd'hui. Mais une vérité pour quelqu'un n'est pas forcément une vérité pour un autre. Une vérité, la vérité ou sa propre vérité? Vous allez me dire, non mais là, nous ne pouvons pas aller très loin dans le débat sur les vérités et la vérité. Certes, j'avoue, je ne m'attarderai pas longtemps sur le sujet de la vérité. Mais il me vient juste l'envie de vous partager cette phrase que une personne a semée sur mon chemin, qui m'a dit « de la liberté naît l'amour et de l'amour naît la vérité ». Je vous laisse méditer dessus si vous le souhaitez, telle est votre liberté. Cette phrase a pris tout son sens en moi. Je ressens que tout est dit. La seule vérité à mes yeux, c'est l'amour. L'amour avec un grand A, cet amour inconditionnel qui ne juge pas, qui n'atteint pas, qui n'enferme pas, qui est tout simplement. D'ailleurs, plus qu'une affaire de vérité, je crois plutôt aux vibrations que possèdent les mots, les paroles, les êtres, les lieux sur nous. Les vibrations que nous ressentons dans notre corps face à certaines personnes, dans certaines situations ou dans certains lieux, ne s'expliquent pas. Ils se ressentent. Pour moi, la vérité se ressent au plus profond de nous à travers ces vibrations. Les mots ne peuvent pas toujours exprimer la vérité de l'amour. Et c'est dans cet aspect que résident toutes les difficultés que rencontre l'être humain dans ses relations aux autres. C'est dans notre fort intérieur que se trouvent nos propres clés. Notre temple intérieur recèle les trésors de notre âme. Bon, je m'éloigne un peu de mon sujet de départ. Le dicton des 7 épis de blé. Mon intention de départ était de vous écrire un article sur un dicton qui se transmet au sein de ma famille dans cette incarnation. Dans ma famille, la tradition veut qu'il est de notre devoir de ramasser 7 épis de blé le 21 juin pour jour de l'été, de chaque année pour ne pas manquer d'argent toute l'année. Ce dicton était tellement bien ancré dans mes cellules et mes pensées que je n'ai jamais remis en question cette vérité acquise, apprise et transmise. Je ne m'étais jamais vraiment penchée sur ce dicton pour tout vous avouer. Mais après avoir fait quelques recherches, j'ai appris qu'il s'agit d'une légende qui a traversé des siècles et figurez-vous qu'il existe plusieurs versions. Le dicton dit bien qu'il faut ramasser 7 épis de blé pour avoir des sous, du pain, du bonheur, du travail ou de la prospérité toute l'année. Certains préconisent de ramasser ces 7 épis de blé le jour de la Saint-Jean, soit le 24 juin pour la solstice d'été. Dans d'autres écrits, j'ai trouvé qu'il était indiqué que les 7 épis de blé devaient être ramassés le 7e jour, au 7e mois, à la 7e heure. Très précis. Je trouve ça amusant, tous ces 7 étant très sensibles aux vibrations des nombres et utilisant la numérologie sacrée pour accompagner les personnes à mieux se connaître. Le poids d'un dicton familial. Depuis petite, il m'a été transmis que nous devions impérativement ramasser 7 épis de blé le 21 juin, ce jour-là précisément, et de les accrocher ensuite dans ma maison pour ne pas manquer d'argent toute l'année. Comment ne pas vous cacher qu'un dicton familial exposé de cette manière ne peut-il pas générer des fausses croyances et ou des peurs en lien avec le manque et l'argent? Je ne vais pas vous parler du karma familial dans cet article, mais nous naissons tous avec un karma et des dettes karmiques à régler dans différents domaines. L'argent, le couple, le travail, la santé.
Prendre conscience de notre karma est une étape importante pour pouvoir travailler dessus et le libérer et surtout s'en libérer. Dans les lois de l'univers, nous savons aussi que le Verbe est créateur. Alors comment ne pas créer une peur du manque lorsque dans la tournure de cette légende, sociétale et familiale, est véhiculé le verbe manquer? Je me rends compte à quel point le pouvoir des mots est autant créateur que limitant. Aujourd'hui, je me prends conscience du poids de ces dictons sur nous et nos futures générations. Et si nous prenions le temps d'observer le poids de ces mots et l'héritage familial que nous transmettons à nos enfants? Nous ne pouvons plus continuer aveuglément de nourrir des peurs et des paradigmes sous prétexte que cela appartient à l'identité de la famille. Prendre conscience de son karma familial. Nous naissons dans une famille que notre âme a choisie pour libérer un karma familial, mais aussi pour se libérer d'un karma personnel avec certaines personnes de cette famille. Parfois, ce karma familial va être en lien avec l'argent, parce que la misère a été vécue, subie et transmise dans les vies passées par les ancêtres. Dans ce dicton que je vous cite, il est question du karma lié au manque, mais il existe des karmas familiaux en lien avec la maltraitance, le viol, l'inceste, la délation, le vol, la fraude, le profit, l'avortement, la perte d'enfants. Je suis navrée de vous dire cela, mais nous naissons tous avec du karma à libérer. Notre âme a choisi de venir expérimenter dans la matière des événements, des situations, des personnes, pour prendre conscience et s'élever. Parfois même, ce qui est plus difficile à comprendre, c'est que notre génération n'a pas connu dans cette vie le viol, par exemple, mais la lignée familiale porte les mémoires, et les nouvelles générations viennent de les libérer. D'où l'apparition aujourd'hui de nouvelles problématiques que la science et le mental ne comprennent pas et ne trouvent pas d'explication cartésienne. Parfois, l'utérus d'une jeune fille, porte la cicatrice karmique de toute une lignée de femmes de sa famille avant elle. Bon, je m'écarte encore du sujet de ma fameuse légende des 7 épis de blé. Prendre conscience du poids des mots pour reformuler. Le « il faut » vous empêche complètement de penser par vous-même. En tant qu'enfant, vous vous dites « si je ne le fais pas, c'est catastrophique ». Si nous commencions par changer cette programmation inconsciente et automatisée, si nous prenions conscience de toutes ces injonctions et ces obligations que nous nous infligeons et qui modèlent nos façons de penser, de croire, d'agir et de créer. Comme chaque pensée est créatrice et que j'attire à moi ce que je vibre, si je vibre à moi uniquement des obligations auxquelles je m'identifie sans les remettre en question, je ne fais que suivre et obéir à des règles définies par une matrice collective. Mais si à partir de maintenant, je décide de mettre de la conscience dans ce que je fais, ce que je dis, ce que je véhicule, ce que je transmets aux autres, en mon âme et conscience, alors j'arrête certains cycles karmiques qui se rejouent depuis des décennies. La liberté de choisir en conscience. Alors, si et seulement si, je le souhaite, je peux cueillir mes 7 épis de blé, en toute liberté, le jour qui me convient. Je peux également poser l'intention de ramasser ces 7 épis de blé, ou plus que 7 d'ailleurs, pourquoi pas, pour attirer à moi l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Voici une reformulation possible du dicton avec des vibrations plus hautes, mais il ne s'agit là que d'une suggestion. Attention, cet acte que je pose dans la matière, où l'âme attire, n'appartient qu'à moi. Et à tout moment, je peux choisir de ne pas me connecter à un égrégore de manque qui fait référence à des périodes de guerre où la famine dominait. Vous l'aurez compris, la question n'est pas de perpétuer ou non un dicton, perpétuer ou pas un dicton, mais bien de mettre de la conscience dessus, pour ne pas en faire une croyance figée. Faire quelque chose dans la matière, où l'âme attire, qui vibre en nous, et non à un tiers. Poser un acte qui soit dénué de toute peur, quelle qu'elle soit. Je ne pose à travers cet article que l'intention de semer une prise de conscience chez vous, sur chacun de vos actes. Ce qui compte pour moi, c'est que vous sentiez en accord avec vous-même, aligné à qui vous êtes véritablement. Faire en sorte que chacun de nos gestes, nos actes, nos paroles, soient faits en conscience avec les valeurs les plus hautes qui puissent exister sur Terre. L'amour, la foi, l'harmonie, la paix, la gratitude, l'abondance, la joie, la confiance. La liste est longue, mais je vais m'arrêter là, car cela laisserait une petite impression de dictée pour terminer un article sur le dicton. Merci.